Bonsoir tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode de la revue hebdomadaire de Québec Nouvelle. Donc cette semaine, quand même une semaine assez mouvementée. Je pourrais pas traiter de tous les sujets, mais évidemment, on va parler un petit peu de Amira El Gawabi. Bon, vous avez sûrement vu la controverse, hein, la nouvelle responsable de la lutte à l'islamophobie, donc nouveau poste, mais aussi une nouvelle controverse, puisque bon, la personne qui a été nommée a tenu des propos contre les Québécois dans les derniers temps. Donc, on va revenir là-dessus. On va parler un petit peu du Mont-Saint-Anne. Bon, controverse. Comme vous avez vu, hein, le Mont-Saint-Anne, manque d'entretien, etc. C'est un groupe albertain qui possède le Mont-Saint-Anne et Stoneham. Et là, il y a tout eu ces discussions-là pour exproprier possiblement le Mont-Saint-Anne. Le gouvernement s'est opposé. Bon, on va revenir sur cette situation-là. On va parler aussi un petit peu wokisme à l'Assemblée nationale. Je sais pas, on dirait que je suis le seul à avoir remarqué ça passer. Soutien unanime à l'Assemblée nationale pour une auteure dont les livres ont été soi-disant censurés ou bannis aux États-Unis. Bon, il semblerait, au bout du compte, les livres, c'est quand même des livres très très woke et donc ça va contre les directives, les nouvelles directives dans le milieu de l'éducation dans certains États américains qui veulent pas, notamment de la théorie du genre ou des enjeux sur la sexualité des jeunes. Hein. Ils veulent essayer de légiférer pour empêcher que ce soit trop jeune qui apprennent ça. Donc, bref, on va revenir là-dessus. Le livre, c'était pour ça qu'il était banni. Donc, on va revenir là-dessus. Et finalement, Chine au pied d'argile. Donc, Anthony Tremblay pour Québec Nouvelle a écrit un article qui nous parlait un petit peu de la situation en Chine, qu'on voit tout le temps la Chine comme quelle ascension spectaculaire dans le fond d'un État. Hein. Dans le temps, nos grands-parents disent qu'on achetait des Chinois. Maintenant, c'est rendu qu'on a l'impression que la Chine achète le monde entier. Est-ce que c'est exagéré? Est-ce que c'est une ballonne un petit peu gonflée? Parlant de ballonne, vous avez peut-être vu la nouvelle passer, l'espèce de ballon de collecte de données là, qui est le ballon espion chinois qui s'est mis à se promener en Amérique du Nord aujourd'hui. On va revenir un petit peu sur toutes ces histoires-là. Donc, bon, ben, sans plus tarder, alors le premier thème, donc, bon, comme je vous disais, hein, Amira El Gawabi, qui, disons, avait des propos assez durs à l'égard des Québécois. Je ne vais pas vous refaire toute l'histoire. Vous avez probablement suivi ça. Ça fait une semaine que ça fait les gros titres. Euh, Comme la majorité des gens qui luttent contre la soi-disant islamophobie, Amira El Gawabi considérait les Québécois comme de parfaits islamophobes. Hein. On le sait, les Québécois sont très attachés au concept de laïcité, ont mis en place, il y a eu plusieurs émulations de projets de loi, mais finalement, le gouvernement Legault a réussi à mettre en place un projet de loi sur la laïcité qui empêche d'avoir des costumes ostentatoires religieux dans les institutions publiques, donc en particulier le voile islamique. Donc ça fait en sorte que beaucoup de ces groupes-là qui militent contre, dans le fond, ce genre de mesures-là, hein, les groupes qui luttent contre l'islamophobie, qui disent, c'est le genre de groupe qui considère ces lois-là comme islamophobe justement, et le Québec est comme l'exemple parfait. Avec la France, et bien évidemment, le Québec suit souvent l'exemple français, la France qui est très attachée à la laïcité aussi. Ça fait en sorte que, bon, bref, sans surprise, Amira El Gawabi, hein, si tu te fais nommer responsable de la lutte à l'islamophobie au Canada, c'est sûr que les positions québécoises, dont la loi 21, tu vas vraiment être contre ça. Donc, c'est sans surprise. Quand même une surprise parce que là, Trudeau, ça fait quand même une couple d'annonces comme ça. Hein. Il nous parlait de la tyrannie de la majorité la semaine passée, les attaques au sujet de la clause de non-obstant, un responsable sur l'islamophobie qui, on le sait, a un passé dans la critique québécoise. Donc on dirait que là, Trudeau, ben là, on le disait, hein, il est peut-être en train de s'enligner vers une campagne électorale. Puis là, en s'attaquant continuellement au Québec, comme s'il est en train de placer ses pions, puis au bout du compte, prioriser la région de Toronto sur Québec. Hein, parce que souvent, c'est ça dans la politique canadienne. Soit d'un bord, tu vas déplaire aux Québécois, mais être du côté de Toronto, et Toronto qui est très immigrante, je veux dire. Ou soit, tu te mets Toronto à dos et les Québécois sont contents. Donc, dans ce genre de sujet-là, là, sur l'identité, c'est souvent ça le dilemme. Et bien là, c'est ce qui a l'air de se passer un petit peu. On dirait que Trudeau a choisi son camp. Et donc, on va revenir un petit peu là-dessus parce que, moi, c'est juste, de manière générale, j'ai écrit un article cette semaine. Le concept de l'islamophobie, je tenais essentiel de rappeler que c'est pas juste comme
ben, c'est un petit peu comme le concept de l'antiracisme on voit que les gens qui prônent l'antiracisme depuis quelque temps sont pas mal racistes parce qu'ils sont toujours en train de taper sur les blancs, cisgenres, etc. Ça embarque tout le temps dans les mêmes dynamiques. Mais je voulais rappeler que la lutte contre l'islamophobie, hein, la lutte contre l'islamophobie est un wokisme tout aussi radical que les autres, justement, comme je le mentionne, comme la lutte antiraciste qui est raciste elle-même. Donc la lutte contre l'islamophobie est une forme de wokisme qui ne fait pas du tout dans les nuances. Hein. La lutte contre l'islamophobie stipule d'entrée de jeu que les nations occidentales sont fondamentalement islamophobes, hein, et que toute critique contre l'islam ou contre l'islamisme embarque tout dans le concept de l'islamophobie. Et donc, quand je dis c'est un wokisme, c'est que je vois beaucoup de gens en ce moment qui s'opposent au wokisme, vraiment viscéralement, mais qui il y a quelques années, traitaient tous leurs compatriotes d'islamophobes. Et le point en quoi la lutte contre l'islamophobie n'est pas une lutte légitime et l'islamophobie est un terme créé de toute pièce, c'est qu'il faut comprendre que une phobie, c'est une peur irrationnelle pour quelque chose. Et donc, en prenant ces enjeux politiques-là, où il y a des fois des critiques et des fois des débats très intenses, je ne suis pas en train de nier qu'il y a des débats extrêmement intenses par rapport à l'islam, et qu'il peut y avoir beaucoup d'intolérance aussi là-dedans. Hein. Je nie pas qu'il n'y a pas du racisme, de l'intolérance, etc. dans les débats. La seule chose, c'est que l'islamophobie, c'est de comme médicaliser, en quelque sorte, un débat politique. Ça fait en sorte que là, n'importe quelle critique de l'islam est considérée comme une phobie. Et c'est ça, c'est comme une pathologie à guérir. Et là, c'est pour ça qu'on a une responsable pour la lutte contre l'islamophobie. Et il faut aussi faire un portrait historique, là. Hein, parce que les sociétés musulmanes, à partir des années 50-60, suivaient les modèles kémalistes nassériens et étaient plutôt laïques. On voit des exemples de Nasser en 56 en Égypte, hein, qui rit devant l'Assemblée en disant « Les frères musulmans m'ont demandé de voiler toutes les femmes d'Égypte. J'ai dit, t'es même pas capable de voiler ta propre fille. Comment tu veux que je voile toutes les femmes d'Égypte? » Tout le monde part à rire. C'était le zeitgeist, hein, c'était l'ambiance du moment au Moyen-Orient. Dans les années 50-60, c'était plutôt, ça s'enlignait vers la laïcité. Même l'Iran, hein, on voit souvent, l'Iran et l'Afghanistan, on voit souvent des femmes en bikini sur les plages, hein, dans les années 60-70. Mais c'est ça, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir des années 70, eh bien, tout ce concept de laïcité-là, hein, dans les années 50-60, était associé au panarabisme, hein, justement à la Nasser. Et toute cette espèce d'idéal là, de rassembler les peuples arabes, hein, dans la modernité et de créer une grande confédération des espèces d'États-Unis arabes. Hein. C'est un petit peu le rêve. Il y a eu des tentatives. Essayer d'allier la Syrie et l'Égypte pendant un certain moment étaient le même pays, par exemple. C'est pas mal jusque-là que c'est allé. Mais vu l'échec de ce rêve, ben, c'est comme si les sociétés arabes se sont mis à stagner à partir des années 60-70, à partir des années 70, pardon. Et c'est comme si, vu que le rêve n'a pas porté fruit, le rêve de modernisation, hein, inspiré par Nasser, n'a pas porté fruit, et que le conflit israélo-palestinien continuait, c'est comme si les nations musulmanes se sont rabattues sur l'islamisme. Et l'islamisme s'est mis à monter en flèche à partir des années 70-80. Et c'est là qu'on a vu, bon, évidemment, la révolution islamique en Iran. Après ça, on a vu, c'est ça, l'ascension de tout le terrorisme, hein, qui a mené éventuellement jusqu'au 11 septembre 2001. Après, à la guerre au terrorisme. Évidemment, les Occidentaux ont tout leur tort là-dedans. La guerre en Irak a beaucoup plus créé de problèmes qu'elle en a réglé. C'était complètement illégitime, sur des bases complètement bidons. Donc, on a nos problèmes là-dedans. La seule chose, c'est que l'ascension de l'islamisme, c'est pas les Occidentaux qui ont créé ça. C'est clairement quelque chose qui s'est créé dans la société musulmane. Et ben, on est encore là-dedans. C'est que cet islamisme-là était latent et ça l'a fait en sorte qu'à partir des printemps arabes, quand les Arabes ont fait leur révolution démocratique, ben, c'est qu'est-ce qui se met à élire de manière démocratique? C'est des partis islamistes. Donc, comme je dis, il y a eu beaucoup de problèmes que les Occidentaux ont créés dans la région, mais la montée de l'islamisme en tant que telle, elle est palpable, elle est réelle et elle est là. Donc, pour revenir à la lutte contre l'islamophobie, ben là, on est dans ce contexte-là. Évidemment, la guerre en Irak a fait en sorte que là, ça paraissait mal là, de critiquer quoi que ce soit, hein, dans le Moyen-Orient. Mais
euh, je veux dire, l'inquiétude était réelle. Et j'en reviens à ce que je disais, le concept d'islamophobie, de dire que c'est une peur irrationnelle de l'islam, est complètement faux. Les craintes liées à l'islamisme sont complètement avérées et je veux dire, sont complètement justifiées. Et c'est pas une peur irrationnelle. Et bon, on peut juste avoir peur et là, mélanger, là c'est le classique, est-ce qu'on mélange islamisme, islam? Le problème là-dedans, c'est que l'islamisme vient tout de même de l'islam. Et s'il y a une si grande ascension de radicalisme islamiste, ben manifestement, il y a de quoi qui se passe dans la religion. Je vous donne l'exemple, si les sociétés chrétiennes commençaient à devenir très radicales et remettre de l'avant, mettons, des concepts de croisade, mais vraiment à chaque jour, et qu'on voyait des mouvements croisés un peu partout en Occident, hein, qui se mettraient à pendre des musulmans un peu partout dans les rues. Écoutez, c'est sûr qu'à un moment donné, il faudrait se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe là, au Vatican? Qu'est-ce qui se passe dans les institutions chrétiennes pour que tout à coup, là, les chrétiens deviennent fanatiques chrétiens? Clairement, il y a un problème au niveau religieux si la religion mène à ce genre d'extrémisme-là. Mais comme je dis, la lutte contre l'islamophobie a été créée pour contrecarrer en quelque sorte ces critiques-là qui émergeaient. Et juste par expérience personnelle, je peux vous dire que si vous étudiez l'islam vraiment dans ses fondements même, hein, précisément, le Coran, la Sira, la Sunna, vous lisez les hadiths, vous lisez comment ça fonctionne, les fatwas, qui sont les recommandations des juristes et des experts de l'islam. Si vous vraiment vous mettez à analyser la chose, comme admettons, moi quand j'étais à l'université, j'ai commencé à étudier l'islam dans des cours universitaires, eh bien, plus vous en savez, hein, et plus vous êtes à même de formuler des critiques et de dire il y a un aspect juridique et politique assez intense dans cette religion-là. Hein. C'est pas du tout la même chose comme le christianisme. Hein. Il y a des recommandations juridiques. Hein. En quelque sorte, c'est comme si les experts religieux sont en quelque sorte des juristes. Il y a comme une jurisprudence sur absolument n'importe quoi. Hein. Que ce soit pour comment aller aux toilettes, autant que pour comment manger, des normes de bienséance, etc. Tout est légiféré en islam. Et il y a des juristes pour les interpréter. Donc bref, à partir du moment où vous commencez à savoir comment formuler des critiques en fait de cette religion-là, et bien là, vous devenez les pires islamophobes. Et c'est là, dans le fond, plus vous en connaissez sur l'islam, plus vous allez vous faire traiter d'islamophobe et d'ignorant. C'est ce qui est quand même le gros paradoxe dans tout ça. Et ce qui démontre toute la mauvaise foi de cette lutte à l'islamophobie-là. Parce que comme je le dis, il y a de l'intolérance, il y a du racisme dans les sociétés, mais une critique fondée d'une religion, et je parle même pas juste de la critique de l'islamisme, je parle de la critique de l'islam aussi, c'est tout à fait possible et rationnel, et il n'y a rien d'irrationnel à émettre des critiques et dire, ouais, cet aspect-là, je sais pas, le fait que la religion soit aussi totalitaire d'un point de vue social, non, je sais pas. Et après, il y a des gens qui peuvent choisir d'aimer ça. Là, hein? On n'est pas obligé de tout être d'accord. Mais d'interdire la critique, c'est complètement ridicule. Bon, pour revenir un petit peu plus sur Amira El-Gawawi, Jean-François Lisée a fait un bon portrait général là, de ses positions passées. Vous irez lire ça. D'ailleurs, à ce qui paraît, peut-être plus possible de le lire sur Facebook. Mais vous irez lire ça. Il revient dessus. Bon, I want to puke quand je veux vomir. Et il explique, c'est parce qu'elle commentait là, sur Twitter, je pense, enfin, il convient de noter que le plus grand groupe de personnes dans ce pays qui ont été victimes de colonialisme britannique, subjugués et incorporés à la Fédération par la force sont les Canadiens français. Ce qui est assez vrai. Et elle a répondu en disant I want to puke. Et c'est comme une caractéristique assez classique hein, des militants anti-décoloniaux. Par rapport au Québec, et j'ai toujours dit ça, le Québec est dans une situation particulière parce qu'on est autant des colonisés, des colonisateurs que des colonisés. Donc on a fait les deux, on a colonisé nous-mêmes et on s'est fait coloniser. Donc au lieu de dire on est quitte, parce que c'est un petit peu ça, hein, c'est comme si nous on est entre les deux, là, mais c'est comme si nous on se fait ramasser des deux sens. On se fait dire vous êtes des blancs colonisateurs, etc. Mais en même temps, d'un autre bord, on se fait opprimer par une majorité, disons, anglaise. Donc,
Vous voyez ce que ça fait? Ça crée une situation très, très, très inconfortable pour les Canadiens français. Et ben, ce genre de réaction-là, hein, quand on reconnaît que les Canadiens français sont tout de même, je veux dire, sont soumis à une certaine forme de répression, ben, les militants des coloniaux, ça fait dérailler complètement leur narratif. Et ça, ils n'aiment pas ça. Donc, il faut à tout prix fermer la gueule, hein, aux petits Canadiens français. C'est pas eux les vraies victimes, hein. Bon, maintenant, le Mont-Saint-Anne. Donc, c'est pas la grosse nouvelle de l'heure, là, mais je voulais en parler parce que ça permet de voir quand même comment la CAQ fait de la politique, hein. C'est-à-dire d'une manière des fois un petit peu inégale. Donc, vous avez sûrement vu ça passer, le Mont-Saint-Anne, qui est géré par Rockies of the Canadian Rockies, hein, qui ont un bail de genre 100 ans, quoi d'assez incroyable. Mais tout ça pour dire que dans les clauses de leur contrat, disons qu'il n'y avait pas beaucoup de choses qui les forçaient, disons, à faire de la maintenance, du développement, etc. Donc ces stations de ski-là sont restées essentiellement les mêmes depuis les 20-30 dernières années. Littéralement. Et c'est peut-être aussi parce que les skieurs de la région de la ville de Québec aiment bien leur centre de ski, hein. Le monde aime bien Stoneham, il aime bien le Mont-Saint-Anne. Vous me direz c'est les seules options, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un attachement un petit peu communautaire, hein, autour de ce genre d'institution-là. Et ça fait en sorte que, ben, je veux dire, il faut continuer à avoir de l'achalandage. Le monde qui veut faire du ski, du snow à Québec, vont continuer à aller à Stoneham ou au Mont-Saint-Anne, même si l'entretien n'est pas fait. Donc, au bout du compte, il y a beaucoup de monde qui disent que c'est un petit peu comme une vache à lait. Tu sais, RCR, le Rockies of the Canadian Rockies, les Albertais, ils ont l'air de s'en foutre complètement. L'argent rentre, mais ça a l'air d'être très très loin dans leurs préoccupations. Peut-être qu'ils se concentrent plus sur la gestion de leur site en Alberta. Tu sais, ça, c'est un secret de polichinelle. Tout le monde le sait à Québec. Tout le monde le sait que je veux dire, cette entreprise-là s'occupe pas vraiment de ça. Et c'est ce qui a fait en sorte qu'il y a des gondoles qui sont tombées récemment. On en parle un peu moins, mais à Stoneham aussi, là, il y a des problèmes de maintenance. Bref, tout ça pour dire que là, le gouvernement, ben, il y a eu beaucoup d'appels pour que le gouvernement exproprie le Mont-Saint-Anne, reprenne dans le fond la possession du Mont-Saint-Anne, peut-être pour la relouer à une autre entreprise. Je pense que le Massif s'est montré intéressé. Mais bon, tout ça pour dire que, ben évidemment, le gouvernement a dit que on pouvait pas vraiment aller jusque-là parce que il respecte les clauses. Tu ne peux pas vraiment exproprier quelqu'un qui respecte les clauses du contrat. Peut-être qu'à la base, le contrat il a été mal signé puis il aurait fallu inclure plus de composantes par rapport à ça, par rapport à l'entretien et tout. Mais il respecte les clauses. Donc, d'un point de vue légal, il n'y a pas vraiment de base justifiable pour pouvoir les exproprier. C'est ce que le gouvernement a dit. Il a rajouté, en plus, il a dit ça enverrait un mauvais message aux investisseurs étrangers, dans le fond, au Québec. Tu sais, c'est sûr que si... mettons, t'investis ton argent au Québec, puis tu te fais exproprier, c'est sûr que ça envoie un mauvais message aux autres investisseurs qui voudraient investir dans ta province. Ils disent, ouais, ben, regarde les autres, ce gouvernement-là a l'air un petit peu trop interventionniste, hein, pour qu'on puisse faire de bonnes affaires là. En même temps, je veux dire, le gouvernement Legault a littéralement banni toute exploitation d'hydrocarbures. Et on le sait, hein, le monde est en crise énergétique. Je veux dire, la sécurité énergétique est l'enjeu clé, l'enjeu le plus primordial d'un point de vue géostratégique. Je veux dire, nos alliés, hein, tout le monde, on dépend tous de ça. Et on a banni ça d'une manière unilatérale. Et les entreprises qui avaient investi, admettons, dans le gaz naturel, hein, sur les schistes d'Utica, ben, ils poursuivent le gouvernement pour 18 milliards. Donc, c'est eux, les investisseurs étrangers, dont Fitzgibbon parle, là. Donc, Fitzgibbon nous parle de la gestion d'un centre de ski qui, comme je vous disais, c'est un secret de polichinelle. Tout le monde sait que RCR ne s'occupe pas du centre. Et il dit, ah non, il faut protéger les investisseurs étrangers, etc., etc. Ben, les investisseurs étrangers, M. Fitzgibbon, ils s'attaquent déjà au gouvernement. Ils vous poursuivent pour 18 milliards. Donc, ça a l'air que pour ce qui est de l'une des industries les plus lucratives au monde, les plus importantes d'un point de vue géostratégique, ça, il n'y a aucun problème pour bannir ça, puis on s'en fout des investisseurs étrangers, ils s'arrangeront. Même s'ils ont mis de l'argent, hein, pour développer, pour faire de la recherche, de la prospection ici, ils ont mis des millions, là, ben, même à ça, ça cause pas de problème, mais le Mont-Saint-Anne, ça, un centre de ski, c'est ça qui créerait une bombe à l'international. Écoutez, il ne faut pas prendre le monde pour des valises, là. D'autant plus que, c'est quoi, on est-tu en train d'essayer de récompenser ou en quelque sorte de protéger des mauvais investisseurs? Est-ce que RCR, c'est vraiment le type d'investisseur qu'on veut?
Parce que ce que je veux dire, c'est, oui, ok, je comprends de ne pas faire peur aux investisseurs, mais on est insatisfait par ces investisseurs-là, puis là, il faudrait les défendre à tout prix, alors qu'à d'autres niveaux, on s'en fout complètement des investisseurs. En tout cas, vous voyez, c'est pour ça que je dis inégal un peu, inégal. En termes d'impact sur notre image à l'international, le bannissement des hydrocarbures a pas mal plus dû avoir d'impact que la gestion du centre de ski Mont-Saint-Anne. Donc, en tout cas, c'est assez spécial. Hein? La CAQ, qui était soi-disant un parti de centre-droit, depuis quelques temps, est rendu tellement écologiste, tellement Fitzgibbon, hein, ça n'a pas l'air d'être un gars de Greenpeace, là, mais pourtant, en suivant les positions de son gouvernement, ça a l'air d'être rendu quasiment ça. Puis d'ailleurs, ça me permet d'enchaîner sur mon prochain sujet, hein, qui est wokisme à l'Assemblée nationale. Pourquoi je dis ça? C'est parce que hier, l'Assemblée nationale, hein, qui, on se rappelle, est formée de 90 députés de la CAQ, donc une majorité écrasante, hein, c'est la CAQ qui décide au bout du compte. Hier, l'Assemblée nationale a voté à l'unanimité pour condamner la censure des livres d'Élise Gravel dans les écoles américaines. Donc, pour faire une histoire courte, Élise Gravel écrit des livres pour enfants et elle aborde des fois des sujets un petit peu plus épineux. Elle a abordé le sujet des fake news, hein, des fausses nouvelles. Et là, elle aborde des enjeux plus de l'ordre de la théorie du genre et de la sexualité, de l'identité sexuelle, etc. Mais pour un public de très jeune. Et on se rappelle des États américains, comme notamment la Floride de Ron DeSantis, ont banni de la maternelle à la 3e année ce genre d'ouvrage. Tout simplement parce qu'ils considèrent qu'ils sont trop jeunes pour qu'on leur apprenne des trucs sur la sexualité. Et toute cette histoire-là là, de toutes les trans, qu'il y a une montée spectaculaire du transgenrisme là, dans la société, du jour au lendemain comme ça. Parce que je suis désolé, mais ça ne suit plus du tout les statistiques de la dysphorie de genre, je veux dire, cliniquement prouvée. Là. C'est une mode, c'est une tendance. Là, ça dépasse largement l'occurrence naturelle de la dysphorie du genre. Donc, c'est ça. Ces États américains-là ont décidé, nous, on veut plus de ça, ou en tout cas, on va attendre qu'ils soient d'un certain âge avant de leur en parler. Et les livres d'Élise Gravel en parlent, et donc, n'ont plus leur place dans les écoles pour ces années-là. Et là, nous, comment qu'on se fait présenter ça au Québec? C'est la censure des méchants conservateurs américains, patati patati. Toujours une situation pour que les Québécois se remontent contre les méchants Américains, hein, les méchants conservateurs. Alors que la majorité des Québécois sont d'accord avec ces positions-là. La majorité des Québécois pensent pas qu'on doit enseigner la sexualité ou le transgenrisme ou ces affaires-là aux enfants en bas de la 3e année. Je connais pas grand monde qui sont d'accord avec ça. Je veux dire, moi, je me rappelle, en tout cas, de mon âge, de ma cohorte, on avait nos premiers cours sur la sexualité, c'était en 6e année du primaire, donc juste avant le secondaire. Bon, ils s'en vont au secondaire bientôt, ils vont commencer à avoir des petits flirts, hein, des petites amies, puis tout le kit. C'est là qu'on faisait ça. Pas en 3e année. Ouais, c'est quoi cette affaire-là? Puis d'ailleurs, juste par rapport à son livre sur les fausses nouvelles, c'est quoi là, des enfants de la maternelle à la 3e année? Je veux dire, ils s'en foutent des fausses nouvelles. Là. Ils n'ont pas de thèse de doctorat à faire ou ils n'ont pas à écrire d'articles ou se prononcer sur l'actualité. Pourquoi est-ce qu'on cherche à tout prix? Et c'est ça. Élise Gravel fait partie de ces gens qui considèrent qu'il faut à tout prix enseigner ce genre de trucs-là. Et elle dit qu'elle ne fait pas de politique. En se défendant, elle dit, je fais pas de politique, moi, je fais juste des trucs que je trouve importants. Là, elle nous parle, l'homophobie est en ascension, donc c'est pour ça que j'ai écrit un livre. Ok, je nie pas la bonne foi d'Élise Gravel. Et soit dit en passant, elle a écrit beaucoup de livres. Là. Je suis sûr que dans tout son répertoire, il y a plein de livres qui sont excellents. Là. Je veux dire, c'est des livres pour enfants. Ça peut pas être tous des livres à nature politique, mais celui-là en particulier, c'en est un. Et je suis désolé, elle a beau dire, je fais pas de politique, mais l'affaire, c'est que les trucs que tu mets de l'avant dans ton livre, il y a une bonne partie de la population qui sont juste pas d'accord avec ça. Donc, tu peux pas te dire je ne fais pas de politique, mais j'aborde des sujets controversés. Parce que c'est un sujet controversé. Peut-être que Élise Gravel considère, elle, que
Les pronoms comme IL et tous ces trucs-là, c'est des nouvelles normes sociales qu'il faut accepter. Il faut suivre son temps. Peut-être qu'elle pense que, oui, l'expression du genre peut être multiple, qu'on peut être binaire, qu'on peut se sentir des fois femme, des fois homme, etc. Mais ça reste qu'il y a beaucoup de monde qui pense pas comme ça. Et quand il y a un débat qui se crée, il y a une lutte d'influence et ça crée de la politique. Donc, t'as beau dire je fais pas de politique, mais si tu abordes ces sujets-là, nécessairement, ça devient un enjeu politique. Eh bien, on va aller voir d'ailleurs son livre parce qu'elle lit ses livres sur YouTube. Donc, ça m'a permis de voir c'était quoi le contenu. Parce que sur le coup, je me disais, ça a l'air woke tout ça. Mais je voulais être sûr. Je suis allé voir et je me dis, ah, ok, ouais, c'est littéralement woke. Bon, alors, elle commence justement en parlant de stéréotypes. Effectivement, de stéréotypes. Rose, bleu, robe, pantalon. Tu sais, tous les classiques de. Tu sais, puis ça, comme je le dis, comme je le disais. Il n'y a personne qui remet ça en question, vraiment. Le fait que, tu sais, une petite fille qui aime ça jouer avec des camions, mais qu'elle joue au camion, il y a personne, on s'en fout. C'est un petit gars qui aime ça jouer avec des poupées, qui joue avec des poupées. Ça, on remet pas vraiment ça en question. Je veux dire, ça fait des années que ça a toujours été ça, on se fait dire ça. Dès qu'on est jeune, ben oui, les petites filles habituellement préfèrent les poupées, les petits gars les camions, mais tu sais, ça peut s'interchanger, il n'y a pas de problème. J'aime les jeux vidéo. J'aime être la patronne. J'adore cuisiner. Je n'aime pas le sport. J'ai peur des araignées. Je suis forte. Juste noter, je sais pas si vous avez remarqué là-dedans, à quel point les petits gars, c'est un petit peu pathétique. Puis les petites filles, c'est jeux vidéo, patronne. Puis j'aime cuisiner. Bon, ok, pas super. J'aime pas le sport. J'ai peur des araignées. Dans le fond, c'est des. Sont faibles, sont doux. Puis ils ont le droit d'être doux puis faibles. Mais les petites filles, je suis forte, je suis la patronne. On voit ça dans les publicités. Hein, les gars, c'est tout le temps les nonos, hein, le papa un peu nono qui comprend pas grand-chose. Puis quand on voit, ben maintenant, c'est les enfants, ce qu'ils voient, c'est des modèles de petits gars qui ont peur de tout, puis qui aiment pas. Moi, puis écoutez, moi je détestais le sport. Okay? Je fais vraiment partie de ceux qui. J'étais tout le temps dans le vestiaire, je serais comme pas le petit rejet, mais je veux dire, tu sais, j'aimais pas le sport. Donc, je pourrais avoir lu ça et me dire, ah, je suis correct, puis tout, mais c'est correct qu'ils aiment pas le sport, puis tout, mais pourquoi il faut faire à tout prix passer les petits gars comme tu peux être très, 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 très faible et vulnérable. Tu peux l'être si tu veux. Sois faible et vulnérable. Ta vie va être meilleure. C'est sûr que non, sa vie sera pas meilleure s'il est faible et vulnérable. Je dis pas que les petits gars peuvent pas s'exprimer et exprimer de vulnérabilité, mais je comprends pas pourquoi ça serait censé être devenu un modèle. Bref. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire au juste être une fille ou un garçon? Est-ce qu'il faut à tout prix être l'un ou l'autre? Ou est-ce qu'on peut être les deux en même temps, ou aucun des deux si on veut? À la naissance, les corps humains sont un peu différents les uns des autres. C'est ce qu'on appelle notre sexe. En voyant notre corps, les adultes nous identifient comme filles ou garçons. Les scientifiques disent plutôt féminin ou masculin. Certains d'entre nous naissent dans un corps qui n'est ni masculin ni féminin. Les scientifiques nous appellent des intersexes. Mais notre sexe ne définit pas qui nous sommes. À ma naissance, on a déclaré que j'étais une fille, mais je suis un garçon. Je ne me sens pas vraiment comme un garçon ni comme une fille. Je veux juste être moi. J'ai l'impression d'être à la fois une fille et un garçon. Quand je suis née, on a dit que j'étais un garçon et je suis un garçon. Parfois, je suis plus une fille et d'autres fois plus un garçon. La façon dont on se sent à l'intérieur de soi s'appelle notre identité de genre. Toi? Écoutez, ça peut pas être plus clair que ça, là. Je veux dire, moi, je suis un hélicoptère Apache, by the way. Quels parents souhaitent que ce soit ça qu'on enseigne à leurs enfants à l'école, puis que là, tout d'un coup, du jour au lendemain, son enfant il dit « Ah, ben, je suis pas un petit gars aujourd'hui. Non, je suis une petite fille. » Puis là, ah, OK. Le lendemain, « Ah, ben, là, je suis rendu une petite fille. » Le lendemain, « Ah, je suis pas une fille ni un gars. » Je suis désolé, mais cut de bullshit. Il y a aucun parent qui souhaite ça, là. À part, justement, des woke, là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a des raisons légitimes pour qu'on enlève ce livre-là des bancs d'école. Et il y a beaucoup de monde qui dit que c'est de la censure. La CAQ, c'est pas nécessairement parce qu'elle est pour le wokisme, c'est juste elle est contre la censure. Mais de quoi vous parlez, la censure, là? Les mineurs n'ont pas, légalement, n'ont pas de manière de consentir à quoi que ce soit. Ils peuvent pas vraiment faire un choix éclairé
sur ce qu'ils lisent. Ils sont pas en train de faire un travail universitaire, puis là, ils retrouvent pas un ouvrage qui a été mis à l'index à l'université. Là. C'est des petits-enfants. Une bibliothèque pour enfants est faite pour être censurée. Je veux dire, à ce que je sache, il n'y a pas de Playboy ou il n'y a pas Mein Kampf dans une bibliothèque pour enfants. Là. Donc, arrêtez, là, lâchez-moi avec la censure. Là, il n'est pas censuré, le livre. Les Floridiens peuvent acheter ce livre-là dans une librairie. Il est juste pas dans les écoles. Je veux dire, ils veulent juste pas de ce livre-là dans les écoles. C'est tout, c'est pas de la censure. J'espère que les contenus pour enfants sont censurés. C'est la définition même d'un contenu pour enfants que c'est censuré. Voyons. Et évidemment, bon, on parle des pronoms. Donc, le mot que j'aime le plus, c'est iel. Iel. Les petits mots comme il, elle et iel sont des pronoms. Il existe d'autres pronoms que ceux-ci. Quel pronom aimerais-tu qu'on utilise pour parler de toi? Ensuite, elle nous fait un résumé, dans le fond, du féminisme. Donc, au bout du compte, elle nous explique ce que les femmes ne pouvaient pas faire avant, ce que les hommes ne pouvaient pas faire. Inventer des règles différentes pour les femmes et pour les hommes. On a dit aux femmes qu'elles ne pouvaient pas porter des pantalons, piloter des avions, courir un marathon, voter. Donc, bref, toutes des choses vraiment cool que tout le monde veut le faire. Piloter des avions, porter des pantalons, c'est assez naturel, mais voter aussi, mais courir un marathon, des affaires du style. Là, pour les gars, c'est toutes des tâches. Ils peuvent pas s'occuper des bébés, ils peuvent pas avoir... Faire le ménage de la maison. Penses-tu que fait que dans le fond, ce qu'on dit, tout ce qu'on propose aux petits gars en ce moment, c'est juste des trucs plates. C'est juste comme, vas-y, pleure. Tu veux passer le balai? Tu veux faire le ménage? C'est correct, tu peux passer le balai. L'autre, elle se promène en avion, si elle s'en va voter, court un marathon. Ah ouais, let's go girl boss. Les hommes doivent aimer les femmes. Mais pourquoi? Checker, c'est le réac. Mais on est heureux comme ça. Penses-tu qu'on devrait avoir le droit d'aimer qui? Ils ont comme mis un petit veston rouge, là, puis des petits cheveux à la Hitler. Qui... Bon, en tout cas, tout ça pour dire que c'est ça qui a été voté à l'unanimité à l'Assemblée nationale. La CAQ, c'était pas censé être comme le parti comme super anti-woke. Le parti qui se faisait comparer à Donald Trump en 2018. C'était pas le parti centre-droit. C'était pas le parti du gros bon sens, tu sais, qui s'enfarge pas dans les fleurs du tapis puis qui veut ramener cette espèce d'idée-là un peu sur le plancher des vaches. C'était pas censé être ça, la CAQ. Parce que là, c'est ça, c'est la CAQ, dans le fond, qui a décidé, oui, nous, on protège. Et je trouve qu'il y a cette constante-là, où que là, c'est littéralement ce qu'on voit là-dedans, c'est protéger une auteure québécoise. Donc, la CAQ qui protège le Québec. C'est ça qu'on nous présente, essentiellement. Et je trouve qu'à un moment donné, c'est bien beau de protéger le Québec. Il faut quand même une certaine constance idéologique. Là, c'est comme la CAQ est complètement inconséquente par rapport à ses positions. Et ça me fait penser aussi, est-ce qu'on a le droit de critiquer ça? Est-ce qu'on a le droit... Est-ce qu'éventuellement, on peut prendre une décision là-dessus? Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont contre là, tout ce genre de contenu-là là, pour les enfants. Mais j'ai l'impression que personne ne veut vraiment aborder le sujet. Le ministre, justement, de la communication, de la culture, Lou Angèle disait « Ah, elle a une manière exceptionnelle là, de faire passer des messages sociaux. » Pas entendu vraiment de commentaires de Drainville là-dessus. Est-ce qu'on peut trancher? Est-ce qu'on peut le dire comme la Floride? Est-ce qu'on peut dire, admettons, nous, on veut pas ça ici ou on veut ça ici? En tout cas, avoir l'ovation et le fait que l'Assemblée nationale vote à l'unanimité pour défendre ce type de contenu-là, je pense qu'on a notre réponse. Si vous n'aimez pas ce genre de contenu-là dans les écoles, vous êtes mieux de vous y faire, parce que je pense pas que les classes politiques vont toucher à ça. C'est plate, mais pourtant, c'est tellement évident, mais il n'y a aucune volonté politique, probablement trop touchée. Ah non, ça va être trop dangereux pour nous, qui y touche pas. Bon, maintenant, 4e sujet. Bon, je voulais parler juste de la Chine, vite. Comme je vous disais, vous avez peut-être vu, il y a un ballon de surveillance chinois. Là. Ils disent que c'est pour capter des trucs météorologiques ou des affaires du style. En même temps, les Américains étaient inquiets parce qu'ils disaient que c'est comme passer au-dessus de silos de missiles nucléaires dans le Montana. Donc, bref, une énième manifestation de la surveillance et de l'ingérence chinoise sur notre territoire. Et il y a eu aussi, cette semaine, on parlait aussi du fait que la Chine instrumentalisait d'une manière un peu prédatrice ces nombreux
liens, dans le fond, dans des chaires de recherche un peu partout à l'étranger. Donc, c'est souvent sous l'Institut Confucius. Donc, la Chine est très impliquée partout dans les universités et a plein de programmes de recherche conjoints avec plein de monde. Ce qu'on réalise, c'est juste que bon, durant longtemps, c'est bien beau. Bon, des scientifiques qui collaborent entre eux. Hein, c'est le fameux esprit cosmopolitain hein, des universités, et c'est bien correct. Mais ce qu'on réalise, c'est que toute recherche qui se fait au profit de la Chine, essentiellement, il y a toujours des intérêts derrière et des intérêts parfois militaires. Donc, ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de trucs de recherche qu'on a fait, même dans le domaine biomédical et tout, que c'est assez douteux et que c'est comme si, au bout du compte, on participait à la recherche chinoise pour qu'elle développe des technologies, en quelque sorte, pour les revirer contre nous. Donc, il y a ça. Mais je voulais revenir parce que, comme je disais, Anthony Tremblay a écrit un article sur la Chine où il voulait remettre les points sur les i un petit peu par rapport à l'espèce d'image très enjolivée qu'on a de la Chine. Hein. C'est-à-dire que nos grands-parents disaient on pouvait acheter des Chinois quand j'étais jeune, tandis que maintenant, on voit la Chine comme cette méga puissance hein, qui a explosé hein, et on la voit un peu comme une économie qu'on peut pas vraiment se passer et qui peut nous faire planter notre économie. Tu sais, on la voit comme un immense concurrent. Et Anthony Tremblay voulait rappeler que il y a beaucoup de ça est dû au fait que la Chine, c'est quand même un État très, très propagandiste et qu'il cherche à tout prix à peaufiner une image d'État super avancé pour donner l'impression qu'il est en train de dépasser l'Occident. Et au bout du compte, quand tu regardes d'un point de vue très, très pragmatique, c'est quand même faux. La Chine est quand même loin de nous dépasser. Là. Encore aujourd'hui. Et il n'y a pas juste ça. Hein. Il y a tous les problèmes démographiques actuels. La Chine, en ce moment, s'enligne pratiquement vers une crise de grande ampleur. Là. Ça commence à se décider, mais ça va pas être beau là, dans les prochaines années pour la Chine. En tout cas, beaucoup moins beau que ce qu'on avait pensé. Et comme je disais, il y a toute cette propagande-là de la Chine hein, pour paraître plus développée qu'elle l'est vraiment. Au bout du compte, la Chine, oui, il y a Shanghai, oui, il y a les grandes villes, mais quand tu vas en campagne, hein, dans les milieux ruraux et tout, ça reste très, très, très rustique. Et il y a encore un long chemin à faire avant de rattraper l'Occident. Là. Particulièrement l'Europe, les États-Unis, la Chine est très loin là encore. Et c'est drôle, il faisait aussi une bonne comparaison, Anthony, quand il disait que l'URSS hein, avait... Ben, l'URSS du temps peut-être, oui, mais la Russie actuelle, disons, ne fait aucun effort d'un point de vue comme de niveau de vie ou de montrer qu'elle est plus avancée technologiquement, en tout cas d'un point de vue social. Hein. On a encore cette image de la Russie, hein, des gros HLM avec des gopniks en Adidas, en survêt Adidas en face, qui se fument des clopes, qui se boivent des alcools douteux puis de la vodka. On a cette image très très sombre de la Russie. Hein. La station, la centrale nucléaire, les espèces de HLM à perte de vue. Et ben, c'est pas complètement faux, je veux dire, c'est quand même toute la structure, hein, l'infrastructure soviétique qui a été construite dans le temps avec des architectures très brutalistes. Donc, c'est quand même pas faux. Et tout ça pour dire que, ben, c'est ça, la Russie fait pas vraiment de travail pour essayer de remonter cette image-là. Je veux dire, c'est comme l'image qu'on a de la Russie, ça finit là. La Russie cherche plus à démontrer que militairement, hein, on doit pas causer de problème avec elle. Donc, avec ses missiles supersoniques, hein, sa quantité de chars d'assaut, etc. Mais il n'y a pas vraiment de travail. Tandis que la Chine, c'est quasiment le contraire. La Chine essaye quasiment de dissimuler ses avancées militaires quasiment pour démontrer qu'elle n'est pas vraiment prédatrice, hein, pour garder cette espèce d'impression de soft power. Donc la Chine est vraiment plus comme dans l'image et essaye vraiment de paraître comme super high-tech, donc avec des technologies style Huawei, je sais même pas comment ça se prononce, Huawei, je sais pas. Les téléphones chinois. Les téléphones chinois, aussi beaucoup de voitures hein, avec des designs très très modernes. Donc, tu sais, vraiment, la Chine essaie de travailler là-dessus. Et bref, tout ça pour dire que faut prendre ça en compte. La Chine n'est pas aussi surpuissante qu'on le dit. Puis il y a eu toutes les manifestations qu'on comparait à Place Tiananmen en 89, des derniers temps.
Là, il y a des projections démographiques qui sont catastrophiques. Hein. La politique de l'enfant unique, bon, oui, OK, il y avait surpopulation, ils ont forcé les gens à avoir juste un enfant, mais là, ils se retrouvent avec le problème inverse, c'est que là, il y a trop d'hommes, hein. La majorité, il y a plein de célibataires, parce que justement, les Chinois voulaient plus des hommes et les jeunes filles étaient souvent adoptées, etc. Et là, fait que non seulement il y a moins de monde, hein, la démographie baisse, mais en plus, ils n'ont pas un ratio homme-femme assez équilibré pour vraiment restimuler rapidement la natalité. Donc, grosse catastrophe démographique qui s'en vient, catastrophe aussi d'un point de vue économique aussi, ça va pas très bien en Chine. Donc, bref, est-ce que c'est un géant au pied d'Achille? Faudra voir. Il y a aussi, je pense à cette expression, c'était mon professeur Hervouet dans le temps, professeur sur des cours d'Extrême-Orient, là, bref. Il nous disait qu'il y avait une expression populaire, je ne sais pas si c'est la Chine ou les Japonais qui le disent, sûrement les Japonais parce que c'est plus à l'avantage des Japonais, mais il disait que la Chine et le Japon c'était deux pays qu'on fait comparer à du riz. Sauf que le Japon c'était du riz collant, donc si tu le tiens dans ton poing et que tu ouvres le poing, le riz il tient ensemble. Hein. Le Japon, peu importe ce qui se passe, peu importe le régime politique, ça va rester des Japonais, ils vont rester bien soudés entre eux. Et en comparaison, la Chine c'est du riz sec. Donc, il faut une main de fer pour le maintenir parce que dès que tu ouvres la main, le riz s'écoule partout. Le principe étant que la Chine est un sous-continent, c'est immense la Chine, et il y a beaucoup quand même d'ethnies en quelque sorte chinoises différentes. Là. Et je parle pas juste comme du Tibet et des Ouïghours, je parle aussi, ne serait-ce que les Mandchous, hein, qui sont plus autour de Pékin, c'est plus comme une ethnie chinoise qui est plus proche, disons, des Mongols. T'as les Cantonais, t'as les... donc, bref, je ne suis pas un expert sur toute la disposition ethnographique chinoise, mais tout ça pour dire que la Chine est quand même un pays assez diversifié, qui a connu des importantes guerres civiles, etc. Donc, tout ça pour dire qu'à partir du moment, historiquement, quand ça commence à être problématique en Chine, ça peut dégénérer assez rapidement. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de pouvoir central pour maintenir la Chine, souvent, toutes les Chines partent dans tous les sens, puis après, ça prend des décennies avant de se rétablir. Donc bref, je suis pas en train de dire que ça va se passer là, mais c'est à prendre en considération. C'est à prendre en considération que peut-être que la Chine est surévaluée d'un point de vue technologique. Maintenant, je pense que ça faisait le tour pour tous nos sujets, mais je voulais revenir juste vite sur deux projets de loi, deux nouvelles en fait d'Ottawa là, des dernières heures. Donc le projet de loi C11 qui a été accepté par le Sénat. Juste aller voir vite, parce qu'il a été accepté, mais c'est comme curieux un petit peu. Ouais, c'est ça. C'est comme curieux de la manière qu'ils présentent ça dans les médias. Là. Je suis sur le site de la presse. Ils disent que le Sénat approuve le projet de loi C11, etc. Bon, donc là, vu que le Sénat a approuvé, là, ça va retourner en chambre. Mais c'est ça, c'est qu'il y a une twist. C'est que le Sénat a accepté le projet de loi C11, mais il a rajouté des amendements. Et là, les libéraux, ils disent, nous, il y a certains sujets sur lesquels on ne veut pas d'amendement, puis que ça passera pas s'il y a des amendements. Fait qu'au bout du compte, oui, le Sénat a accepté, mais il faut pas comme dire, OK, le projet est passé, c'est fini, parce que dans le fond, il y a comme un espèce de désaccord entre le Sénat et les libéraux. Donc, on ne sait pas exactement là, comment ça va se dérouler, mais là, ça retourne à la Chambre des communes pour être remanié, rediscuté, etc. Donc, bref, tout ça pour dire, si vous voyez ça passer, c'est pas complètement fini. Finalement, il y a aussi les libéraux qui retirent les amendements controversés hein, sur la loi sur les armes à feu. Donc, il y avait eu des amendements qui avaient été rajoutés qui incluaient pratiquement n'importe quelle arme ou ce qui ressemble à une arme ou whatever. Et c'est quand même assez surprenant. Il y a un député, je pense que c'est un député du NPD, faudrait que je retourne voir, mais qui affirme littéralement, je pense que je l'ai ici. Ouais, c'est ça. Le député néo-démocrate Alistair McGregor a dit il dit que les amendements ont vraiment fait dérailler le projet de loi C-21. Il dit « Je n'ai jamais vu une vague d'opposition venant vraiment de partout d'un seul coup. » Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'était la semaine où Kerry Price avait fait une sortie là, contre ces amendements-là. Et effectivement, c'est vrai que partout au Canada, là, ça s'était comme... Il y avait une levée de bouclier instantanée et tout le monde, dans les coulisses, ça se disait « Ouais, je suis pas sûr que ça va pouvoir passer. » Donc là, ils ont retiré ces amendements-là. Donc, ça va peut-être faciliter le projet de loi pour qu'il se fasse passer, mais au moins, les amendements sont retirés. Donc, c'était juste comme
une petite mise à jour par rapport à ces deux enjeux-là. Donc, bref, c'était tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez visiter notre page aussi si vous voulez faire un don sur notre page québecnouvelle.info. Donc, sur ce, je vais vous souhaiter une excellente fin de soirée et à la prochaine.